Elisabeth Moreno est présidente du fonds d'investissement à impact social et environnemental orienté vers l'Afrique dénommé Ring Africa, qui possède deux objectifs clés, créer de la valeur et créer des emplois pour les jeunes, pour les femmes, pour les hommes qui veulent changer le continent. Elle a été ministre en charge de l'égalité entre femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances dans le gouvernement de Jean Castex en France entre 2020 et 2022. La native du Cap-Vert a eu le mérite de diriger le groupe Hewlett-Packard. La native du Cap-Vert a eu le mérite de diriger le groupe Hewlett-Packard en Afrique et le groupe Lenovo en France. Au terme de sa participation à la deuxième édition du Brazzaville International Leadership Youth Forum du 28 au 30 mars 2024 dans la capitale de la République du Congo, elle s'est confiée dans un entretien féminin à suivre exclusivement sur Africa 24 et Africa 24 Infinity. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Elisabeth Moreno. Je suis présidente du fonds d'investissement à impact social et environnemental Ring Africa, qui a deux objectifs clés, créer de la valeur et créer des emplois pour les jeunes, pour les femmes, pour les hommes qui veulent changer le continent. Avant cela, j'ai eu la chance d'être ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances dans le gouvernement de Jean Castex en France. Et encore avant cela, j'ai passé 20 ans de ma vie dans le monde des nouvelles technologies et j'ai eu la chance de diriger le groupe Hewlett-Packard pour le continent africain après avoir été PDG de Lenovo en France et patronne des grands comptes internationaux pour Dell au niveau Europe, Middle East et Afrique. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis née sur le continent africain, aux îles du Cap-Vert, pas loin du Sénégal. J'ai grandi dans une famille aimante, mais dans laquelle mon père est parti assez tôt. Il est, comme beaucoup d'hommes africains, il est parti chercher une vie meilleure pour sa famille. Et puis quand j'ai eu 6 ans, il y a eu un drame dans la famille. Ma petite sœur a été très grièvement brûlée. Le Cap-Vert, à ce moment-là, n'avait pas les moyens de pouvoir la soigner. Et donc nous avons été envoyés au Portugal. Le Portugal nous a envoyés en France et comme ça, nous sommes devenus une famille d'immigrés dans un continent européen qui à la fois proposait beaucoup de possibilités mais qui aussi nous avait arrachés à notre mère patrie. Et aujourd'hui, je dirais que je pense que l'adversité peut être aussi un moyen de s'accomplir, de se réaliser. Et c'est ce que j'ai essayé de faire tout au long de ma vie. J'ai étudié le droit parce que je voulais défendre la veuve et l'orphelin. J'ai toujours été du côté des plus vulnérables, j'ai toujours été du côté des victimes parce que je trouve que l'injustice est la chose la plus terrible qui existe. Et puis, donc j'ai fait des études de droit pour devenir avocate. Finalement, je suis devenue magistrate. Je suis tombée dans le monde de l'entreprise et j'ai trouvé ça fascinant parce que c'est un monde qui permet de construire de manière concrète et pratique les choses, qui permet d'innover, qui permet d'inventer, de trouver des solutions aux problématiques du monde. Et puis ensuite, j'ai évoluer dans le monde des nouvelles technologies. Vous savez que cette 4e révolution industrielle est une véritable aubaine. Moi, j'ai pas voulu choisir. Je voulais me marier, je voulais avoir des enfants, je voulais fonder un foyer et en même temps, je voulais devenir patronne, je voulais diriger mon entreprise, je voulais faire de l'argent, je voulais compter dans la société qui était la mienne. Et ce que je voudrais dire aux jeunes femmes et aux femmes qui nous écoutent, c'est qu'on n'est pas obligé de choisir. Bien sûr que c'est compliqué, bien sûr que ça demande parfois des sacrifices, bien sûr que parfois on tombe. Mais l'essentiel, c'est d'avancer, c'est de croire en ses rêves et c'est de toujours rêver grand parce que rien ne nous est interdit. Rien, sauf ce que l'on s'interdit soi-même. Mon parcours professionnel il est assez intéressant en ce que je n'ai travaillé que dans des environnements très masculins. J'ai démarré ma carrière en créant une entreprise dans le secteur du bâtiment. Ensuite, je l'ai dirigée pendant une dizaine d'années. Ensuite, quand j'ai vu combien les nouvelles technologies étaient en train de changer le monde,
J'ai basculé dans le monde des grands groupes. Ma première grande entreprise européenne internationale aujourd'hui, c'était Orange, où je dirigeais les petites et moyennes entreprises dans Paris et la région parisienne, dans toute l'Île-de-France en fait. Et puis ensuite, j'ai rejoint mon premier grand groupe américain qui était Dell, fabricant d'ordinateurs. Ils étaient leaders sur leur secteur à l'époque. Et puis, j'ai été appelée par les sirènes des grands groupes chinois et j'ai rejoint Lenovo, dont je suis devenue présidente directrice générale en 2017. Et je pense que j'ai pas mal réussi, puisque le groupe Hewlett-Packard est ensuite venu me chercher pour que je dirige la filiale pour tout le continent africain. Et puis en 2020, en pleine Covid, alors que je vivais en Afrique du Sud avec ma famille, je reçois un coup de fil totalement improbable de Matignon et du Premier ministre qui me propose de rejoindre le gouvernement français. J'ai été extrêmement étonnée parce que je n'avais jamais fait de politique, parce que ça n'était pas un monde que je considérais être pour moi, puisque je suis une femme du monde de l'entreprise. Et puis lorsqu'il m'a proposé les sujets qu'il souhaitait que je traite, à savoir l'égalité entre les femmes et les hommes, les questions de diversité et d'égalité des chances, j'ai immédiatement accepté, parce que c'est ce qui a animé tout mon engagement depuis que je suis à l'université. Je pense que, comme le disait Nelson Mandela, la première des choses, c'est de se former. La première des choses, c'est de s'éduquer. Moi, j'ai une admiration sans borne pour Amilcar Cabral, parce que c'est lui, d'abord, c'est le premier grand homme que j'ai connu qui était véritablement féministe, qui a donné la même place aux femmes dans la société qu'il l'a donnée aux hommes, mais il était ingénieur dans l'agroalimentaire. Eh bien, notre éducation, c'est la première des difficultés, parce que très souvent, vous allez voir que les garçons sont éduqués pour devenir forts, pour grimper les montagnes, pour aller dans l'espace, pour devenir chef d'entreprise, pour devenir ce qu'ils ont envie de devenir. Nous, les femmes, la plupart du temps, on nous éduque pour devenir de bonnes épouses, et c'est très bien, de bonnes mères, et c'est merveilleux, pour contribuer de manière générale à nos familles, à nos sociétés, mais pas pour nous accomplir en tant que telles. D'abord, la femme donne la vie. Aujourd'hui, la femme, c'est 51% de la population mondiale. Et sans ces 51%, les 49 autres pourcents n'existeraient pas. Et c'est pour ça que je trouve que les inégalités et les injustices de genre sont insupportables. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a 33 millions de jeunes filles qui n'ont pas accès à l'éducation? Or, l'éducation, c'est la clé de l'émancipation de chaque être humain. Les femmes sont des leaders nés. Vous savez pourquoi? Parce que dans le principe même, dans la signification même du leader, il y a followers. Si vous n'avez pas de followers, vous n'avez pas de leaders. Et regardez la manière dont un foyer fonctionne. Tout tourne autour de la femme. L'éducation des enfants passe par la femme. Le bon fonctionnement du foyer passe par la femme. La protection de la famille passe par la femme et par l'homme. En tant que femme leader, la première des causes, c'est de défendre la place des femmes dans le monde. C'est de dire qu'il n'est pas normal qu'en 2024, il y ait encore autant de violences, autant de violences intrafamiliales, qu'il y ait autant de femmes qui sont battues par leurs conjoints et qu'on trouve ça normal, qu'il y ait des femmes qui meurent
là où elles sont censées être le plus en protection, c'est-à-dire dans leur famille, qu'il y ait encore autant de crimes d'honneur où on va assassiner une femme parce qu'elle ne veut pas sortir avec un homme ou parce qu'on la surprend avec un fiancé. C'est pas normal ces choses-là, c'est pas normal que les filles n'aient pas accès à l'éducation parce qu'elles sont des filles. Ça, c'est pour moi, c'est encore une fois, c'est 51% de la population mondiale qui est en souffrance. Je dis pas que toutes les femmes souffrent, mais je dis que trop de femmes souffrent. La formation, l'éducation, le mentorat, le coaching, tout ce qui va vous permettre de réaliser que vous avez à l'intérieur de vous toutes les forces pour réussir. Je pense que lorsque vous avez accès à l'éducation, et souvenez-vous encore de cette phrase de Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qui soit pour changer le monde. L'éducation est essentielle pour vous ouvrir les yeux sur les potentialités du monde et sur vos propres potentialités et vos capacités. Mais parfois, même avec de l'éducation, vous n'avez pas les réseaux, vous n'avez pas les codes. Et c'est pour ça que le mentorat est important. Eh bien, je voudrais dire à ces jeunes femmes, qu'elles soient leaders ou non d'ailleurs, je voudrais leur rappeler que si elles pensent qu'elles ne sont pas leaders, elles ne le seront jamais. Mais si elles pensent qu'elles sont leaders, elles auront un impact sur le monde absolument exponentiel. Je voudrais leur dire qu'elles ne doivent laisser à personne l'opportunité de leur dire ce qu'elles peuvent devenir ou qu'elles ne peuvent pas devenir. Je voudrais leur dire qu'elles ont toutes un don, qu'elles ont toutes un talent et que si elles mettent ce don et ce talent au service du monde, elles auront réalisé la chose la plus belle qu'il soit.